Mon introduction, bienvenue à tous à ces jeudis d'Onco-Occitanie, donc le rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie. Donc cette 14e session, la troisième de cette année 2023, va traiter du thème de la psycho-oncologie. Donc cette visioconférence va durer 1 heure, de 13 h à 14 h. On respectera donc les délais. Je vais vous présenter les consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. On a quelques bonnes pratiques. Donc, désactivez vos micros, voilà, pour éviter donc les fonds sonores et les artefacts. Du coup, les caméras sont aussi automatiquement désactivées. Le chat est fermé, mais vous pouvez échanger pendant toute la session sur l'onglet Conversation que vous allez trouver en haut de la fenêtre de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. On va les regarder de notre côté et notre modératrice, voilà, nous fera l'honneur de les poser à la fin des 2 interventions que nous aurons aujourd'hui. Si vous avez un problème technique, vous pouvez contacter Célia au numéro qui s'affiche donc à l'écran. Pensez à activer le mode galerie aussi sur votre logiciel Teams pour avoir une meilleure visibilité des intervenants qui vont donc prendre la parole. Ce webinaire est enregistré, donc sachez qu'on mettra un replay en ligne sur le site du réseau Onco-Occitanie, donc vous pourrez revisionner pour les retardataires ou les personnes qui doivent partir un peu avant. Donc n'hésitez pas à revisionner ce replay qu'on mettra en ligne d'ici 1 semaine. Votre avis est très très important, on compte vraiment sur vous. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction qui sera dans l'onglet conversation. On a vraiment besoin de vous pour voilà, programmer les prochaines sessions des Jeudis d'Onco-Occitanie, nous remonter des idées de sujets et voilà, vous nous dire de ce que vous pensez de ces webinaires d'information sur les soins de support. Je vais vous présenter rapidement le programme avant de laisser la parole aux intervenants. Donc, la modération de la session sera réalisée par Victorine Lomont, qu'on remercie du coup pour endosser ce rôle. Donc, Victorine est psychologue au service d'oncopédiatrie à l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse et sera donc en charge de poser les questions aux intervenants, questions que vous pourrez poser du coup dans l'onglet conversation tout au long des présentations. 2 sujets seront traités, 2 sujets de 20 minutes, 15 minutes chacun. Le premier sujet parlera de la maladie comme un enjeu de vie et sera présenté par Aurélie Salido, qui est psychologue au centre hospitalier d'Auch. Merci Aurélie pour la préparation de cette intervention. Et le deuxième sujet portera sur des réflexions sur 2 modalités dépressives en psycho-oncologie, avec notre intervenant on a mis au féminin sur la diapositive, désolée Patrice, notre intervenant Patrice Champois, qui est psychologue à l'Institut du cancer de Montpellier. On réservera 20 minutes d'échange avec les participants à la fin de la session et nous terminerons à 14 h. Je vais départager du coup mon écran et donner la parole à Aurélie qui va pouvoir partager son intervention. Merci Maëva. Voilà, Aurélie, c'est à vous. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci Maëva pour l'introduction. Merci au réseau pour l'invitation. Donc, je vais aller chercher mon document à partager. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez Oui, la slide en plein on voit. écran? Et seulement la slide, c'est bon? Oui. Parfait. Bon, merci. Donc, encore merci pour cette invitation, pour pouvoir parler aujourd'hui donc, de psycho-oncologie. Je remercie aussi mes collègues du Collège des psychologues d'Occitanie avec qui on a des temps d'échange précieux et qui permettent aussi de soutenir le fait de pouvoir avoir des initiatives comme celle d'aujourd'hui. Et bien sûr, merci à Patrice Champoiral de m'accompagner et à Victorine pour la modération. J'espère que tout le monde trouvera un petit temps d'échange agréable. Alors, il faut que je passe la slide comme ça. Alors, je ne suis pas tout à fait au fait de l'informatique, mais c'est bon, ça devrait aller. Alors, le travail du psychologue clinicien en oncologie et hématologie consiste à offrir une écoute attentive, neutre et bienveillante, permettant au patient et à son entourage de pouvoir s'exprimer. Ça permet aussi d'aider le patient à rester lui-même, de garder sa liberté de décision et de proposer un accompagnement qui est adapté à ses besoins, mais aussi à celui de ses proches. Il s'agit là d'entendre sans jugement ni censure les malades dans leur rapport avec leurs proches, avec la maladie, être attentif à leurs réactions face à la pathologie grave et à ses conséquences, à leurs questions, à leurs réflexions sur la situation présente, sur leur vie d'avant la maladie, la représentation qu'ils se font de leur être désormais et aussi de leur avenir.
Le psychologue accompagne le malade là où il en est, avec tous les réaménagements liés à la survenue de la maladie. Donc, je vous ai proposé une définition qui est offerte par la Société française et francophone de psycho-oncologie et qui nous précise que la psycho-oncologie a pour objet la prise en compte des dimensions psychologiques, psychiatriques, comportementales, familiales et sociales en relation à un cancer. Son nom traduit de l'anglais psycho-oncology témoigne de sa position à l'interface de l'oncologie, de la psychiatrie et de la psychologie. C'est une composante de la multidisciplinarité du soin en cancérologie et son développement répond à la nécessité de prévenir, traiter et accompagner les répercussions négatives de la maladie cancéreuse et des traitements sur le psychisme du patient et de son entourage. Les interventions en psycho-oncologie concernent les patients et leurs proches. Elles concernent également les soignants, relais essentiels des soins psychiques en ce qu'ils peuvent repérer les patients en difficulté et les orienter vers les soins psychiques. Mais ils sont aussi, eux, confrontés à la maladie, aux angoisses qui l'accompagnent et aux mouvements interpersonnels qu'elle suscite. La psycho-oncologie concerne l'ensemble des acteurs impliqués dans le champ de l'oncologie, qu'ils soient médecins, soignants, travailleurs sociaux. La psycho-oncologie, quant à elle, est exercée par des psychiatres et des psychologues. Le travail du psychologue clinicien, pour la Haute Autorité de Santé, le terme de mauvaise nouvelle désigne une nouvelle qui change radicalement et négativement l'idée que se fait le patient de son être et de son avenir. La mauvaise nouvelle ne concerne pas uniquement un diagnostic, mais aussi les conséquences possibles de la maladie ou des traitements, à titre par exemple de handicap ou de déficience. Elle est le symbole de l'entrée dans la maladie. L'annonce peut être ressentie comme une condamnation à mort, mais aussi une condamnation à mal vivre. Elle peut être certaine ou possible, immédiate ou future. Elle peut également poser la question de la transmission génétique ou de l'héritage familial. Dans tous les cas, la mauvaise nouvelle reste subjective, intimement liée à la vie, à la personnalité, à l'histoire du patient. La perception de ce qu'est une mauvaise nouvelle peut être donc différente entre le médecin, les soignants, l'entourage et le patient. Ces perceptions et représentations de la maladie peuvent parfois même être très éloignées. Le retentissement d'une mauvaise nouvelle demeure avant tout individuel. Il reste sous la dépendance du sujet, de son histoire, de sa personnalité. La façon de réagir à cette annonce est donc unique à chacun. Annoncer une maladie, c'est signifier au patient que vous êtes malade, donc vous êtes vulnérable et mortel. Le réel vient brutalement briser le fantasme forgé depuis l'enfance d'une toute-puissance, du rêve d'immortalité, de l'illusion d'une éternelle jeunesse et d'une bonne santé inaltérable. L'annonce d'une maladie est toujours un traumatisme. Avant, il y a l'ignorance ou l'inquiétude, puis les mots tombent et le temps s'arrête. D'un côté, l'annonce lève le doute et de l'autre, elle marque de façon indélébile l'avenir. Le futur devient souvent inimaginable. L'annonce de la maladie entre en résonance avec les événements du passé et produit alors un bruit, un écho singulier, unique dans le psychisme du malade, propre à lui seul. Le retentissement de l'annonce d'une maladie est imprévisible. Il dépend aussi du moment de vie dans lequel le malade trouve les symptômes au moment où la maladie s'annonce, que les symptômes soient plus ou moins bruyants, parlants, et le moment où la maladie va être nommée par le médecin. La parole du médecin qui énonce la maladie et la désigne l'inscrit à tout jamais dans le sujet. Il la fait réalité. La survenue de la maladie cancéreuse vient faire effraction dans le réel du sujet. Il y a un avant et un après. Plus rien ne pourra redevenir comme avant cette annonce. Le fait de nommer la maladie est un fracas dans la représentation que le sujet a de lui-même. La clinique du psychologue se trouve alors au plus près d'une clinique du réel, en tant qu'il est l'impossible à supporter. La maladie vient faire effraction dans le cours de la vie des malades, et si on dit effraction, c'est bien pour signifier la violence du dire, de ce qui est posé dans le diagnostic. C'est une déchirure dans le présent du malade et un futur qui ne peut plus se représenter. Une brèche, une faille, une fissure dans la structure de personnalité du sujet, par là même où s'infiltre l'angoisse. Certains ne parviendront jamais à dépasser ce choc. Le terme d'effroi désigne l'état qui survient quand on tombe dans une situation dangereuse sans y être préparé, nous dit Freud en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir.
La survenue de la maladie porte atteinte au moi du sujet. Dans le cas particulier du cancer, le tomber malade, tomber cancéreux, c'est un tomber mourir. L'annonce qui est faite au patient est celle d'une tumeur. Et cette tumeur peut résonner au sens de l'écho dans la psyché du patient en deux mots. Tu meurs. Est-il possible à ce moment-là de raisonner? Souvent, l'émotion est tellement forte lors de la première annonce que le patient n'entend qu'une petite partie de ce qui est dit. On parle aussi de sidération. Peu à peu, le patient va faire le deuil de sa bonne santé. La survenue de la maladie cancéreuse vient brusquement briser le fantasme forgé depuis l'enfance de son immortalité. En 1915, Freud avait déjà noté que personne, au fond, ne croit à sa propre mort. Ou, ce qui revient au même, dans l'inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. Être malade, c'est être dans la perte, celle de son corps bien portant, mais celle aussi de sa liberté de choisir, de son autonomie, de l'espoir déçu, de sa place familiale, de ses projets de vie, du regard que l'on se porte et du regard que l'on vous porte. Le malade va vivre une succession de pertes plus ou moins visibles, se laisser traverser par le long travail du deuil qui lui permettra de renoncer et de réinvestir sans cesse, de se projeter dans un lendemain envisageable, d'accepter de se voir autrement et pourtant toujours lui-même digne d'être aimé. La maladie exige un perpétuel travail d'adaptation à chaque étape, les examens, le diagnostic, les traitements, leurs effets secondaires, la récidive, la perte d'espoir. Ce sont toujours des épreuves douloureuses. Le rapport à la temporalité aussi se trouve modifié. Qu'est-ce que veut dire trop vite ou pas assez au regard des examens, de la maladie, de l'attente, du temps passé, mais aussi du temps qu'il reste? Comment pour le malade surmonter l'annonce, s'adapter, se reconstruire, donner un sens à ce qu'il vit, à ce qu'il ressent, penser à un autre avenir, un autre projet de vie? Rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne pourra effacer ce moment fugitif si sensible, où les mots viennent bouleverser le sujet, transformer en chaos le présent, où l'avenir est soudain en déconstruction, avec une vie désormais à repenser. La maladie vient révolutionner les points de repère et transporter le sujet vers le monde inconnu de la maladie, confronté à l'incertitude. Il peut donc sortir guéri, mais sans retour possible à son état antérieur. L'après s'écrit avec l'avant, nous dit Nicolas Bedrienne dans le congrès annuel de la SFPO en 2012. C'est une autre représentation de lui-même qu'il va devoir négocier. Un nouveau projet de vie est à construire. Les patients ne semblent pas adhérer à la situation de Nietzsche qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Pour eux, les adversités qui ne les tuent pas ne les rendent pas plus forts, mais plus faibles, traumatisés, cabossés, inquiets ou fragilisés ou complexés de ne pas être arrivés à devenir plus forts, notamment plus forts que la maladie, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à ne pas tomber malade. Pour autant, la rencontre avec la maladie est l'occasion d'un temps suspendu qui confronte le sujet à une introspection de son histoire passée et une tentative de représentation de son avenir. Ainsi, j'illustrerai mes propos avec la présentation de Monsieur B. Monsieur B est un patient de 42 ans qui est admis à l'hôpital en urgence et qui est opéré d'une occlusion intestinale qui révélera une tumeur colique sténosante. Il devra être réopéré quelques jours plus tard après la première intervention, devant des complications importantes, amenant la mise en place d'une colostomie de décharge. Je suis appelée par les équipes médicales et paramédicales du service de chirurgie à rencontrer ce patient dont il leur semblerait qu'ils ne comprennent pas la gravité de la situation. Quand je rencontre Monsieur B, il me fera état d'une enfance douloureuse, marquée de traumatismes et de violences intrafamiliales. Il trouvera refuge auprès de sa grand-mère paternelle, qui fera pour lui repère et autorité. Il est l'aîné de 3 enfants. Il présente une personnalité sensible et entretient de fortes relations de dépendance affective. Il n'évoquera qu'à peine son hospitalisation, encore moins les informations médicales qui lui ont été données. Il m'informe qu'il vient de se séparer de sa compagne depuis 4 ans et que celle-ci vient tout de même le voir et lui apporter des affaires. Cette décision n'est pas la sienne. Monsieur B n'a pas de famille dans la région et l'ancrage social apparaît assez pauvre.
Il est en proie à des cauchemars et des angoisses qu'il ne peut décrire. Il rencontrera la psychiatre de liaison qui proposera une aide médicamenteuse pour apaiser ses angoisses vespérales et il préconisera un travail psychothérapeutique en lien avec des fragilités anciennes. En journée, il est calme, conciliant, mais il ne semble toujours pas comprendre les demandes des infirmières. Il ne décrypte pas leurs attentes, ni le jargon utilisé. À ce titre, il peut même paraître quelque peu limité. Quand les infirmières entrent dans la chambre et lui disent « Monsieur, je vais vous prendre la tension », il garde ses bras coincés sous l'oreiller derrière sa tête et ne semble pas comprendre l'attente qui est celle de tendre le bras pour que l'infirmière puisse réaliser le soin. Il accédera cependant rapidement à l'offre de parole que je lui fais et sollicitera un entretien ensuite à chacune de ses venues lors des chimiothérapies. Il fera alors la demande de poursuivre ce travail engagé lors de consultations externes, venant ainsi accompagner la poursuite des soins qui vont se dérouler notamment à Toulouse dans un grand centre avec plusieurs chirurgies. Quand il revient sur l'entrée de la maladie, il peut dire « J'étais très mal » et de poursuivre « Je réalise aujourd'hui le chemin parcouru. Maintenant, je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. C'est vraiment nouveau pour moi. » Il construit des projets de vie, envisage maintenant la reprise d'un travail après 2 ans d'arrêt maladie, souhaite déménager. Il a rompu avec de nombreuses relations dont il a mesuré le caractère toxique eu égard à la solitude ressentie pendant la maladie, déplorant le manque de soutien de ceux qui croyaient être des amis. Il a pu se défaire des nœuds dans lesquels il était empêtré depuis son enfance avec sa famille et de conclure fièrement désormais. La maladie m'a permis d'affirmer qui je suis. L'écoute du psychologue en service de soins somatiques confronte à une écoute du corps. Les patients peuvent avoir tendance, tout au moins au début, à parler de la partie du corps concernée par les soins médicaux. Le psychologue propose quant à lui d'écouter ce qu'il en est de ce lieu du corps atteint. Il va s'agir aussi de voir comment la remise en cause d'une partie peut risquer de faire vaciller la possibilité pour la psyché de trouver place dans le corps et pour le corps d'être représenté psychiquement. C'est à cet endroit que doit se loger la finesse clinique pour ne pas tomber dans l'anatomisation médicale du corps, résonnant avec le risque de morcellement, comme le fait le scanner en découpant le sujet en tranches. Il s'agit, tout en laissant ouverte la possibilité d'une écoute de cette partie du corps, d'accompagner le patient vers une possibilité de réinvestir son histoire corporelle en tant qu'unité. Unité imaginaire, mais nécessaire. Lacan parle en 1949 de l'assomption du jeu. L'assomption en tant qu'opération qui consiste à affirmer quelque chose pour pouvoir démontrer une proposition. Le corps est le support de la singularité du sujet qui est pris dans le champ de l'altérité. Cette singularité peut donc être mise à mal par cette épreuve du corps du fait de la maladie et de ses traitements. La rencontre entre le patient et le psychologue peut alors donner au sujet la possibilité de se saisir à nouveau de son corps singulier, comme un corps qui est là, nous dit Winnicott. La question de la position subjective, intime du patient, de la lutte qu'il peut parfois mener pour faire entendre sa parole et non pas celle de ses proches qu'ils veulent entendre ou celle qu'ils peuvent supporter d'entendre, ni même encore celle que les Il semblerait qu'on ait un petit souci technique, on a perdu notre intervenante, Aurélie. Donc on va regarder ce qui se passe, on revient vers vous, surtout restez connectés. Est-ce que tu m'entends là? Oui, Aurélie, on t'entend, on ne voit plus ton écran, ni ta caméra, mais on t'entend. Et on te revoit, c'est bon. Et alors, je n'avais pas touché à mon écran, mais la caméra et le microphone étaient tout simplement désactivés. Ça faisait longtemps que vous ne m'entendiez plus ou Non, vraiment 10 secondes. 10 secondes? C'est juste pour savoir où je reprends. J'allais Aurélie, présenter. tu peux reprendre à sa parole. Ah, parfait, merci Victorine de suivre aussi précisément. Alors en effet, donc, il était question de la position subjective du patient qui peut faire entendre sa parole et non pas celle des proches, la parole que les proches veulent entendre ou peuvent supporter d'entendre. Et je parlais aussi donc des coordonnées du discours médical qui parfois suppose de faire dire quelque chose au patient, notamment de faire entendre ce qu'il a compris de sa maladie. C'est notamment dans cet écart que peut se loger la part désirante du sujet.
Je présente la vignette clinique de Madame N. Madame N est une jeune femme qui est atteinte d'un cancer qu'elle sait létal et dont elle ne parle quasiment jamais en ces termes. Elle est en proie à des moments d'angoisse majeure, notamment en fin de journée, quand le service se fait plus calme et les visites parties. Elle dort peu et mal la nuit, préférant se réfugier dans le sommeil le matin venu. Elle affiche aisément un large sourire aux soignants, mais n'use du langage que de façon laconique. Elle ne se plaint que très peu, n'a pas de demande au regard des soins ni de son avenir. Entre autres choses, ce qui viendra dérouter les équipes, c'est le décalage entre la présentation de Madame N, amaigrie par les nombreux traitements, affichant un crâne luisant du fait d'une énième alopécie chimio-induite, pouvant à peine sortir de son lit, et le fait qu'elle visualise de longues heures durant, via les réseaux sociaux ou autres sites de commerce en ligne, les vêtements qu'elle pourrait porter l'été prochain, allant jusqu'à demander l'avis des soignants, comme elle l'aurait fait auprès de ses amis, comme niant toute éventualité d'une aggravation de son état médical. Elle ira même jusqu'à commander un nouvel ordinateur portable, dont elle n'aura malheureusement pas le temps de profiter. La force de sa dénégation et son désir de vivre ont obligé l'ensemble des acteurs de soins à faire un pas de côté pour se situer à ses côtés, ni devant, ni derrière, à la juste distance, pas trop près, pas trop loin, afin de l'accompagner dans ses différents mouvements psychiques. Les achats qu'elle a pu faire ont été le reflet d'un pari sur l'avenir, un investissement de la mode comme pour contrer sa dégradation physique. Nous pouvons y voir ici la lutte contre le risque d'effondrement du moi, contre la dépression, la vie avant la maladie. Osons la vie, tel est le titre accrocheur de Rose Magazine d'automne-hiver 2022, qui affirme dans son édito, en parlant du magazine, je cite, « C'est un miroir qui vous reflète, mais à travers lequel les autres vous voient aussi, tel que vous êtes en réalité, non pas en cancéreuse, mais en femme, vivante, sensible, agissante, désirante, pensante, qui a besoin, comme tout à chacun, d'être écoutée et entendue, vue et reconnue dans sa singularité. » Cette affirmation m'a fait associer avec l'histoire de Madame F. Madame F a 62 ans, elle est comptable à la retraite depuis peu, elle est sans enfant. C'est au cours du dépistage organisé pour le cancer colorectal qu'elle est diagnostiquée. Après la chirurgie, elle suivra un protocole de chimiothérapie. C'est après ce parcours de soins qu'elle décidera de se reconsacrer à la photographie, loisir qu'elle avait délaissé depuis plusieurs années. Alors même qu'elle n'est elle-même que peu éprouvée objectivement dans son corps de femme, elle décide d'aller à la rencontre de femmes touchées et marquées dans leur chair par le cancer du sein et de fixer au rang de traces les marques indélébiles laissées par la maladie et ses traitements. Elle propose ainsi de fixer par l'objectif de son appareil photo les cicatrices au travers de mises en scène et de les exposer avec pour objectif de délivrer un message d'espoir et de positivité. Elle est attachée aux mots et à leur sens. Certains d'entre eux ont permis de guider son travail. Courage, combativité, espoir, féminité, confiance. C'est d'abord au travers d'une écoute attentive et bienveillante avec les modèles volontaires pour ce projet qu'elle a accueilli leur histoire. Et c'est en les écoutant qu'elle a pu construire ses idées de mise en scène. Elle a souhaité montrer la beauté des modèles, magnifier leur corps, comme elle dit, avec l'envie de sensibiliser à une forme de réussite sur la maladie. Elle fait le choix de photographies suggestives qui révèlent des réussites des femmes conquérantes et leur persévérance. Déplacement, identification projective, autant de mécanismes inconscients qui lui permettent de tenir à distance l'angoisse qui l'occupe telle au regard de sa propre pathologie cancéreuse. J'ai voulu traiter rapidement de la question de la trace. En effet, nombreux et nombreuses sont les initiatives sublimatoires autour de la maladie. L'écriture, la photographie, le théâtre, le tatouage, l'art décliné sous toutes ses formes sont autant de traces qui viennent inscrire à tout jamais l'épreuve du sujet. Christophe André, touché par un cancer du poumon en 2015, a cessé d'exercer son métier de psychiatre. Il se consacre désormais à l'écriture et rappelle que la maladie ouvre les yeux sur l'urgence de vivre. Il évoque dans Rose Magazine l'esprit du kitsuki. C'est un art japonais qui considère que quand un objet précieux se brise, il faut soigneusement le réparer, mais en rendant belle et visible cette réparation, d'un trait de laque à base d'or. Sublimer ainsi les cicatrices d'un objet
fait qu'elle devienne partie prenante de son identité. Cet art rejette la quête incessante de la perfection. Ainsi, Laure met en avant les fissures sans essayer de les cacher. Je vais arriver à la fin de ma présentation et conclure. D'après la psychanalyse, le corps pulsionnel a besoin d'un autre pour se singulariser, prendre forme et contenance. Ainsi, le psychologue d'orientation analytique, qui par son écoute accueille ces éléments primaires de la constitution psychocorporelle, peut dans le transfert figurer la place de l'autre sur lequel le sujet pourra s'appuyer pour rencontrer sa différence. Je vous remercie de votre écoute et je laisse la suite à mes collègues. Merci beaucoup Aurélie. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de partir sur le deuxième sujet, donc d'inviter Patrice Champoiral à nous parler donc des réflexions sur 2 modalités dépressives en psycho-oncologie. Et nous, donc, on traitera les réponses aux questions que vous pouvez poser dans l'onglet Conversation en haut de votre écran juste après. Merci Patrice. Bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Alors on y va. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Merci de me donner la parole pour réfléchir ensemble à l'un des 2 modalités de souffrance dont on entend le plus parler, me semble-t-il, en oncologie, c'est-à-dire d'un côté l'angoisse et puis de l'autre la dépression. On entend beaucoup parler d'état dépressif, de dépression. C'est souvent à cette occasion-là qu'on appelle le psychologue à la rescousse. Et dans ce cas-là, on travaille sur une définition qui est la définition classique aujourd'hui, donnée par l'OMS et décrite dans le DSM-5. Donc, c'est défini comme un trouble ou une maladie rassemblant au moins 5 des 9 éléments suivants qu'on connaît bien, je les dis rapidement: tristesse, diminution du plaisir, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, fatigue, sentiment de dévalorisation, diminution de l'aptitude à penser, à se concentrer, idées noires, pensée de mort. Donc voilà la définition avec laquelle on travaille dans les équipes et parfois même entre psychologues. Or, il me semble qu'on assiste, hélas, à une sorte de paupérisation nosographique, ou pour le dire plus simplement, on a de moins en moins de mots pour définir toutes les nuances de l'état dépressif. Et il me semble que tous les éléments que décrivent le DSM-5 sont bien sûr associés à la dépression, mais ils ne suffisent pas à en donner, je dirais, autre chose qu'une seule description. Ils n'en donnent pas théorie psychodynamique. Donc ça ne permet pas, me semble-t-il, ces 9 éléments de suffisamment bien distinguer de quoi il s'agit véritablement. Or, il y a eu, autant je suis pour que la psychanalyse et les psychologues d'orientation psychanalytique rafraîchissent la théorie, voire laissent tomber des concepts qui ne seraient plus valables aujourd'hui, comme le faisait Freud d'ailleurs déjà, autant je pense qu'il faut défendre les concepts qui aident à penser et à discriminer des formes cliniques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait le terme de déprime, par exemple, qui aujourd'hui n'a plus cours, est en voie de désuétude. Et donc, la déprime se distinguait de la dépression par le fait qu'il y avait un déclencheur repérable. On repérait bien quelle était la perte, quel était le moment de rupture, la cause, disait-on. Et puis, il y avait l'idée que c'était plus court. Je trouve qu'il y a 2 points intéressants là-dedans. Le fait qu'il y ait un déclencheur, vrai ou faux, mais en tout cas, il y a l'idée d'un déclencheur. Et donc, ça a entraîné ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, couramment, une dépression réactionnelle. En réaction à quelque chose de repéré. Et en creux, ça disait qu'il y avait d'autres dépressions dont les déclencheurs n'étaient pas remarquables, ils étaient cachés, et les psychologues pouvaient penser qu'ils étaient peut-être anciens, ou en tout cas inconscients, en tout cas ils n'étaient pas repérés. Le deuxième point, c'est cette idée que ce serait la durée d'un symptôme qui définirait si c'est une dépression ou une déprime, ce qui là est
voilà, pose question parce qu'on peut imaginer que ce soit plutôt un fonctionnement psychodynamique différent, hein, qui définisse la nature de formes différentes. Donc, pour ma part, je défends le terme de dépression réactionnelle, et pour expliquer, il faudrait qu'on passe d'abord par une définition psychodynamique minimale simple de ce que ça pourrait être la dépression, si on ne la pense pas comme une maladie. Sans pour autant partir dans une autre description que celle du DSM-5, on est d'accord avec ça, la dépression, la fatigue, la dévalorisation, etc. Donc moi, je m'appuie en tout cas sur une définition qui est la suivante. La dépression, c'est, d'un point de vue psychodynamique, la souffrance psychologique, alors là, avec les formes de tout à l'heure, relative à la perte d'un objet psychique fortement investi et perte contre laquelle on s'oppose. C'est la souffrance liée à quelque chose qu'on a perdu et on ne veut pas le perdre, pour le dire simplement. C'est un symptôme, alors pas au sens médical, pas au sens du symptôme de la maladie dont on veut forcément se débarrasser, mais c'est, si on est freudien, un compromis où à la fois il y a un accusé de réception d'une perte, hein, voilà, je suis malade ou j'ai perdu un sein, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans les excès de psychologie positive, et en même temps on le refuse, d'où la souffrance, on se dit c'est pas possible, c'est pas vrai, je ne peux pas vivre sans ça, ou ça peut être la perte d'un proche. Donc le dépassement de cette dépression-là, définie comme telle, eh ben, ça serait directement lié à l'acceptation suffisante de cette perte. Alors vous remarquerez que cette définition, elle est superposable par exemple au deuil, et je pense qu'on peut penser le deuil comme étant une dépression, ça serait une nuance de dépression, une dépression particulière, là aussi qui passerait par un état un peu intermédiaire. Et là aussi, je ferai remarquer que le deuil est, me semble-t-il, de plus en plus pathologisé, de plus en plus combattu dans sa dimension transitoire, hein. Il faut que ce soit quand même assez court. Si c'est plus de 6 mois, ça commence à inquiéter. Et il y a une véritable injonction sociale, ça on le sait bien, hein, une résilience rapide vis-à-vis du deuil. Donc le deuil est de plus en plus pathologisé et non pas pensé comme une réaction psychologique éventuellement euh, bénéfique. Donc il me semble qu'à partir de là, on pourrait définir 3 formes de dépression. L'une qui serait, on pourrait dire, réactionnelle, hein, et elle serait pensable comme non pas une maladie à éviter, mais plutôt une crise permettant le passage, la transition entre une organisation psychique et une autre, qui aurait intégré au passage le fait qu'il y a un élément en moins. Et une crise, ben, c'est structurant, cela permet de passer d'un état à un autre, et en général, c'est la définition même d'une crise, à un état de structuration supérieure. Il y a l'idée d'une maturation dans la crise. Mais c'est après une période intermédiaire de désordre, et de désordre pathogène, fût-il utile, car c'est le prix à payer pour qu'un réaménagement puisse advenir. Donc il y a l'idée quand même d'une souffrance qui serait, ou d'un désordre qui serait utile à un réaménagement. Et donc cette dépression-là, réactionnelle, transitoire, ben, elle serait comparable à ces crises ou ces dépressions ou ces deuils qui permettent d'avancer dans la vie. Alors on pourrait citer l'adolescence, le baby blues, le divorce, la crise de la quarantaine, la ménopause, la retraite. Autant de dépressions qu'on pourrait peut-être qualifier dans pas mal de cas de réactionnelles à un événement qui vient vous ôter un objet d'investissement. Et donc ça serait à distinguer d'une deuxième forme qui serait les dépressions non réactionnelles, du coup, hein, qui se caractériserait plus par un enlisement, par une compulsion de répétition, et un peu moins par un désordre transitoire, voire transitionnel. Elle serait structurée par et autour d'une névrose. Alors, ce que j'entends par névrose, là aussi, définition simple. Une névrose, c'est un conflit antérieur insuffisamment réglé, et qui continuerait à se répercuter plus ou moins consciemment dans
les épreuves de vie actuelles. Alors, ces dépressions-là, plus névrotiques ou antérieures, éventuellement, elles peuvent être réactivées ou aggravées par la dépression réactionnelle issue de la rencontre de la maladie ou de la fin des traitements, hein. Il me semble que l'un n'empêche pas l'autre. Là, on est beaucoup plus sur quelque chose qui était précédent et peut-être plus sur de l'histoire de vie, hein, comme tu disais tout à l'heure, Aurélie. Et j'avais dit 2 modalités de dépression, mais en fait, à bien y réfléchir, il y en a même une troisième, qui ne serait ni la dépression réactionnelle, ni la dépression, on va dire, névrotique, et qui pourrait être la dépression mélancolique, qui, elle, serait le signe d'une déconstruction, hein, du sujet, de quelque chose là qui est mauvais signe, qui n'est ni l'enlisement de la dépression névrotique, ni le réaménagement de la dépression réactionnelle, mais qui serait quelque chose de plus inquiétant, qui peut être psychotique, hein. On parle de mélancolie, en tout cas, on pourrait ne pas abandonner ce terme-là, et pas que dans les PMD ou les bipolarités. On parle de quelque chose qui concerne peut-être la psychiatrie, la psychose, ou qui concerne parfois la fin de vie. On rencontre parfois, dans des cas de deuil anticipé ou dans des fins de vie, cette déconstruction du sujet à travers une dépression qui, là, est non pas le signe d'un dépassement ou d'un enlisement. Donc, ce petit distinguo, si on l'accepte, il me semble que ça permet de distinguer ces 3 formes cliniques et donc de se dégager d'une seule approche symptomatique des symptômes dépressifs, de la seule approche médicale, qui n'est pas d'ailleurs à proscrire, mais qui me paraît insuffisante, qu'on peut enrichir. Et donc, il me semble que développer l'idée d'un temps dépressif à traverser, éventuellement fertilisant d'une élaboration psychologique, l'idée d'un temps ou d'un chantier utile, un lendemain plus ajusté à la nouvelle réalité, l'idée qu'il puisse y avoir du bénéfique, du thérapeutique dans le deuil, il me semble que ça peut sans doute ouvrir un accompagnement plus riche que la seule approche médicale ou psychologisante qui se résume trop souvent, à mon avis, à soit de la médication, soit un rafistolage du moi. Je pense que ces 3 formes dépressives, en plus, nous permettent de penser une réponse adaptée à chaque fois. Je pense que pour une dépression réactionnelle, quasi inévitable en psycho-oncologie, on peut mettre en place un dispositif d'accompagnement pluridisciplinaire de l'information, de la bienveillance, euh, euh, de l'associatif. Il me semble que dans ces dépressions-là, quand le corps va mieux, quand les symptômes médicaux vont mieux, eh ben, psychologiquement, on va mieux. Même si au passage, on a intégré une perte, la santé, le sein qu'on avait avant, etc. Dans le deuxième cas, donc, dans ce premier cas, il y a peut-être pas nécessaire finalement d'appeler le psychologue. On n'a pas forcément besoin, je dirais, du transfert ou d'une relation d'aide très investie. Peut-être que dans le second cas, quand il y a de la compulsion, quand l'état actuel est articulé à un état ancien dépressif préalable, peut-être que là, il faut sortir des moyens un petit peu plus importants et que ça, sans ôter ce qui précède, ça serait voilà, on pourrait préconiser une psychothérapie. Peut-être que ça nécessite un approfondissement introspectif dans l'histoire et puis une relation d'aide, des choses qui se jouent dans la relation à un thérapeute. Dans le troisième cas, ça nécessite de l'équipe, mais pas simplement un dispositif d'accompagnement. Mais là, peut-être qu'on peut avoir besoin de la psychiatrie, peut-être qu'on peut avoir besoin d'une équipe de soins palliatifs. On peut être dans quelque chose qui peut être final, parce que ça peut être le signe, la mélancolie d'une dépression dont on ne se sort pas. Donc voilà ce que je propose comme petit repère. En tout cas, ce sont les miens. J'essaie de me guider avec ça. Et donc, l'idée était de les partager avec d'autres pour voir si ça pouvait être parlant et utile, sachant que rafistoler une maison après un séisme, c'est pas tout à fait la déconstruire pour la reconstruire autrement, éventuellement avec les pertes, hein, voilà, il y a des pierres cassées, il y a des choses qu'il faut changer, mais de la reconstruire autrement et peut-être de façon un petit peu plus solide et adaptée à ce qui s'est passé et ce qui s'est perdu. Voilà, je m'en tiens là pour qu'on respecte à peu près le temps et qu'on puisse échanger si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Patrice.
Je vais du coup laisser la parole à Victorine. J'ai vu qu'il y avait des commentaires plus que des questions sur le chat. Je laisse du coup Victorine remonter ces éléments. Il y a surtout effectivement Laurent Lemaître qui nous fait deux remarques importantes. La première sur un partage de littérature sur la question de la trace, voilà, qui s'appelle La patience des traces chez Actes Sud de Jeanne Benhamer. Et ensuite, Laurent a rebondi sur quelque chose dont je voulais rebondir aussi, c'est notamment par rapport aux exemples cliniques que tu as pu faire, Aurélie. Enfin voilà, tous les deux, d'ailleurs, merci beaucoup pour votre présentation qui est très éclairante, je trouve, sur cette question notamment du mourir. Enfin, je trouve que il y a quelque chose d'assez important autour du deuil et du mourir qui est éclairé ici. Et Laurent nous dit notamment par rapport à ce monsieur qui ne veut pas laisser son bras, donner son bras pour la prise de tension, qu'il dit au contraire de ne pas comprendre. Il comprend peut-être trop bien ce monsieur. Il résistait ainsi pour signifier qu'il était encore vivant, pour nous inciter à parler de ça avec lui. Et voilà. Et concernant Madame N, qui s'achète des ordinateurs, etc., il dit on semble être dans de la dénégation, on pourrait penser qu'elle réalise des envies qui la maintiennent en vie avant sa mort. Et il cite Françoise Dolto en disant on est mort quand on a fini de vivre, et jusque-là, on est toujours vivant. À regarder, du coup, effectivement, du côté de la vie, quand les patients sont au bout de la leur. Et effectivement, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous pourrez nous en dire, Aurélie et Patrice, mais je m'étais noté, moi aussi, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et c'est ce être vivant qui est accompagné en tant que psychologue, plus que l'être à mourir, je crois. Et ce qui est assez intéressant de noter, notamment, c'est vrai que ces questions-là, Patrice, de dépression réactionnelle, on est souvent convoqués, nous, à cette place-là. Mais je trouve que c'est aussi en lien avec des protagonistes autour des patients qui, eux, sont ordonnés par cette mort du sujet à venir et qui, du coup, ne le considèrent plus comme vivant. Et c'est ce qui génère l'angoisse, ça le sidère dans un présent, ici et maintenant. Et peut-être que ces éléments dépressifs sont une tentative de se réapproprier ce vivant, peut-être. En tout cas, on pourrait le penser comme ça du côté du patient. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça et voilà, ce que vous souhaitiez évoquer autour de ça. Je t'en prie, Aurélie. Oui, merci. C'est tout à fait le propos. Hein. C'était d'ailleurs ce qui était inscrit dans le titre de ma présentation, c'est-à-dire la maladie comme enjeu de vie, c'est-à-dire à quel moment le fait que la maladie confronte à des choses mortifères, en tout cas dans la symbolique, comment est-ce que ces patients dépassent quelque chose et finalement sont dans un plus de vie, dans un élan de vie qui vient dépasser, qui vient parfois même déstabiliser les équipes dans leur comportement, dans leurs analyses, dans ce qu'ils donnent à voir, hein, et qui, justement, pour nous, est très parlant du côté de la vie avant tout, et comment est-ce qu'on peut soutenir cette part de désir, alors même que beaucoup de soignants s'accordent à penser ou à croire que les patients sont en déconstruction de leur être parce que la maladie est grave, et qu'en fait, notre travail souvent est de soutenir tout ce qui peut être de l'ordre de la volonté, de l'envie, du désir, et qui n'est pas toujours compris, pas toujours facile à entendre pour les proches et les soignants. Donc merci Laurent pour cette remarque qui allait tout à fait dans le sens de mon propos, et j'espère que j'ai été comprise dans ce sens-là. Pour ma part, je dirais que jusqu'à la mort, on est vivant, bien évidemment, mais pas dans quelque chose de stable. Si l'on veut vivre longtemps, on a quand même intérêt à savoir s'y prendre un peu avec les deuils, et donc à savoir déprimer, à savoir traverser les dépressions et à savoir faire avec la perte. Je me méfie un petit peu d'un penchant un peu trop positif. Alors, ce sont des mécanismes de défense, hein. On se défend contre l'angoisse du cancer, mais donc il y a l'idée qu'effectivement, quand on a un cancer, des fois, ça permet des réaménagements qui fait que
Bon, on a éclairci des choses après qu'avant. De là à dire c'est super d'avoir un cancer, parce qu'on est forcément bien après. Oui, ça peut parfois suppléer certaines choses quand on a une maladie grave, mais il y a aussi d'autres moyens de l'atteindre, ou l'érotisation ou la fétichisation de la cicatrice à travers, hein, la métaphore là, de Christophe André, c'est pas mal, mais enfin, avant d'en arriver là, avant que ça cicatrice, il y a une plaie et donc une perte, hein. Et donc, je trouve que c'est intéressant de ne pas sauter par-dessus ça, par-dessus cette dimension dépressive dont il faut être capable. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ceux qui souffrent le plus probablement en psycho-oncologie sont ceux qui, parce que je pense que la dépression est une problématique de la relation à l'objet. Ça dépend de comment on est plus ou moins avancé dans son aptitude à se séparer des autres, à se séparer de ses objets psychiques. Et donc ça nécessite quand même un certain travail. Donc c'est important de dire que ça peut relancer la vie, etc. Mais peut-être que la vie, le progrès de la vie ne peut passer que par de la perte. Et ça serait intéressant d'en tenir compte, de la soigner, mais sans forcément la nier, la diaboliser en quelque sorte, ou trop la médicaliser, même si les médicaments sont bien utiles. Et encore une fois, hein, la lecture médicale, il est question non pas de la disqualifier, bien au contraire, mais de l'enrichir. Et peut-être d'affiner les réponses aussi. C'est pas forcément le psychologue tout le temps, c'est pas forcément. Il y a une façon d'en parler. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en décrivant les symptômes, les gens guérissent, mais quand même, quand on leur renvoie, qui sont probablement plutôt dans du réactionnel que dans quelque chose d'autre, ça peut produire quand même un effet de repérage que certains prennent volontiers. Ou quand on leur dit ça, il n'y a pas que le cancer quand même, ça me semble parler d'autre chose, et ça peut ouvrir la porte à un travail plus conséquent. En tout cas, je crois que ça ouvre la porte à une parole subjective qui est parfois inentendable pour l'autre et pour le sujet lui-même déjà. J'ai vu que Laurent Lemaitre levait la main. Je ne sais pas si on peut réactiver plutôt son micro pour qu'il s'exprime. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour à toutes et tous, oui. Je rebondis sur les réponses que vous avez faites aux remarques que j'ai laissées dans l'espace de conversation pour dire effectivement que je suis entièrement d'accord avec Patrice et absolument pas dans une dimension positiviste de tout ce qui se passe pour les patients, loin s'en faut, mais que quand justement on traverse un mouvement dépressif ou un état dépressif et qu'on travaille sur les pertes qu'on a, on est toujours du côté de la vie, hein. Et c'est bien effectivement ça qui est important. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair, les psys que nous sommes, malgré notre travail, notre formation, notre expérience, nous sommes de temps en temps aussi happés par ce tourbillon de fin de vie que rencontrent nos patients et que nous en oublions d'aller les aider à exprimer des choses sur ce qui les maintient en vie. Voilà. Et que, voilà, avoir pleinement conscience de ça, c'est sûrement leur permettre de parler de quelque chose qui leur paraît inconcevable quand ils ont envie de parler de leur vie, alors qu'en face, ils n'ont que des gens qui sont en train de prévenir la façon dont ils vont mourir. Voilà. C'est tout à fait ce qui a pu se produire. En effet, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas fait des présentations très complètes de ces vignettes cliniques, mais chacun des sujets exposés a été en effet dans des grandes pertes, dans des moments dépressifs plus ou moins profonds, parfois mélancoliques, hein, pour ce qui est de Madame N. Et que finalement, c'était de voir aussi à quel point ça peut être déroutant pour tous, mais que la parole et la place à la parole qui est offerte peut donner des aménagements et des réaménagements. Bien sûr, point trop de positivisme, hein. L'idée, c'était aussi de ne pas faire un propos trop noir et trop dépressif, mais malheureusement, ou en tout cas, on va dire peut-être de manière assez logique, ces trois sujets sont passés par des épisodes très graves de dépression. Et c'était juste une manière de pouvoir soutenir à quel point la place de la vie est quelque chose d'assez pulsionnel qui pouvait se dégager
à travers d'autres éléments et non pas que le côté mortifère de la pathologie et les mécanismes de défense associés. Moi, par rapport à la dépression mélancolique, je trouve que tout à l'heure, Patrice, tu évoquais comment dire, que la dépression, c'était d'abord faire face à un objet perdu. Je trouve que c'est pas si étonnant que ça qu'on le retrouve dans le champ de la cancérologie, notamment, et notamment de la fin de vie, parce que j'avais comme idée, peut-être je me trompe, mais que la dépression mélancolique, l'objet qu'il faut supporter d'avoir perdu, c'est l'objet soi, en fait. Il y a quelque chose qui va au-delà, c'est pas l'objet autre, c'est l'objet soi, c'est le moi contre lequel on lutte, qu'on craint de perdre, en fait. Et du coup, je trouve que souvent ça effraie quand on a le sentiment d'avoir en face de nous un patient qui touche cette dépression mélancolique, mais finalement, dans ce que tu nous dis, Patrice, c'est à accompagner finalement comme une autre forme de dépression, peut-être pas plus inquiétante, si on considère que c'est l'objet soi qu'il faut lutter contre. En fait, je pense que c'est un peu logique de parler de dépression mélancolique, parce que si on était classique, on dirait qu'il s'agit d'une mélancolie, que la mélancolie, c'est justement ne pas être capable de déprimer. Il y a quelque chose de totalement perdu. C'est le je suis foutu qui va, par exemple, faire que quelqu'un peut demander une euthanasie au premier degré, parce qu'il est dans un deuil anticipé de lui-même. Ben ça mériterait peut-être le terme de mélancolie. Parce que ce que je dis n'est pas nouveau, c'était déjà chez Fedida en 2005, dans un bouquin, par exemple, qui s'appelait Éloge de la dépression. Alors, qui n'était pas tout ça, c'était un effet de titre, un peu positiviste là aussi. C'était surtout un éloge de la psychothérapie analytique, mais il y distinguait dedans ce qu'il appelait une capacité dépressive, et qui était justement cette capacité à se mettre en chantier pour perdre quelque chose sans en mourir, et qui distinguait, lui, du mot déprime, qui mettait à la place, lui, de mélancolie. Pour lui, la déprime, c'était cette incapacité à déprimer. Et là, il y avait quelque chose de dangereux, parce que le mélancolique est incapable de perdre. Il est déjà perdu. Et donc, quand il a perdu l'être proche, c'est plus envisageable de vivre, et il se suicide d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un passage à l'acte, ou que ce soit, si le deuil est impossible à penser, si la dépression ne peut pas se mettre en place, on peut le trouver sous la forme, voilà, en soins palliatifs, je trouve qu'on rencontre assez souvent ce genre de mélancolie. Hein. Il me semble que quand quelqu'un est choqué par l'arrivée d'un cancer, quand il commence à déprimer, exprimer, ça y est, le chantier est en place. C'est déjà un pas, c'est déjà une structuration par rapport à l'état de choc. C'est une bonne nouvelle pour le clinicien quand la personne vient et dit je suis déprimé. Elle peut commencer à exprimer. Le travail peut commencer. D'ailleurs, je n'insiste pas forcément qu'avec le psychologue. On n'a pas toujours besoin, s'il n'y a pas d'antécédent névrotique, on n'a pas toujours besoin du transfert et d'un énorme investissement psychothérapique. Ça peut être simplement un accueil pluridisciplinaire, bienveillant. Si tout le monde fait un peu son boulot, ça peut suffire à traverser ces dépressions réactionnelles. Et les névrotiques, qui sont un peu intermédiaires, celles-ci, ben, justement, qui fonctionnent par épisode, là, qui sont évidemment réactivées ou entretenues par cette perte de plus qu'est la maladie. Là, on est plutôt sur des indications de psychothérapie, parce que je pense qu'il faut de la relation, et cette fois-ci, au sens engagé du terme, affectif du terme, et donc ce qu'on appelle le transfert. Mais ce n'est pas le cas de toutes les dépressions que nous croisons, même si en tant que psy, évidemment, il y a un biais qui fait qu'on en rencontre pas mal. Alors, il nous reste 5 minutes, peut-être encore pour une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, Victorine, ou si vous souhaitez en poser une dernière, peut-être. Enfin, Victorine ou Patrice ou Aurélie. Non, pas de questions? Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions.
je vais vous proposer de conclure. Alors, de toute façon, il reste 4 minutes. N'hésitez pas, hein, sinon, Patrice, vous me dites si vous voulez, ou Aurélie, proposer une dernière intervention. C'est le moment. Moi, je m'étais tellement préparé à quelque chose de très court, de très maîtrisé dans le temps que je vous ai transmis ce que j'avais Non, mais c'est parfait. à partager avec vous. C'est parfait, parce que de toute façon, tous ceux qui n'ont pas pu prendre leur pause déjeuner, vous inclus, pourront du coup s'y atteler. Ben, je vais vous proposer du coup de conclure. Donc, je remercie nos intervenants, notre modératrice pour l'exercice qui n'est pas facile, Victorine, et que vous avez relevé le défi avec brio de la modération de cette session. On remercie chaleureusement Aurélie, Salido, Patrice Champoral pour le temps que vous avez passé à la préparation de l'intervention, pour la réponse aux questions et vos commentaires. Voilà, c'était très, très enrichissant. Je vous propose de conclure sur les informations suivantes. Je vous donne rendez-vous le jeudi 15 juin 2023 pour la 15e édition des Jeudis d'Onco Occitanie, qui traitera de la socio-esthétique et du soin médico-esthétique, toujours un jeudi, toujours à 13h, de 13h à 14h en webinaire. Donc, on espère vous voir nombreux. Je vous passe également le message du questionnaire de satisfaction. J'ai pas oublié, Célia, vous voyez le QR code qui s'affiche à l'écran. Célia vous a envoyé aussi le lien via le chat. Donc, c'est vraiment important pour nous améliorer, pour pouvoir programmer de nouvelles sessions des Jeudis d'Onco Occitanie, d'avoir des thématiques d'intérêt et de pouvoir nous améliorer aussi. On s'excuse un peu pour les problèmes techniques. Nous avons dû passer d'un logiciel Zoom à un nouveau, donc Teams. Donc, effectivement, on a quelques paramétrages encore à faire et on s'en excuse. En tout cas, on essaiera de faire au mieux pour les prochaines éditions. Je vous donne également rendez-vous pour la réunion régionale sur les soins de support oncologique qui se déroulera le 25 mai 2023 de 8h45 à 17h15. Alors, c'est en présentiel et en duplex. Donc, pour les Toulousains, ça sera à l'amphithéâtre de l'IUCT Oncopole. Pour les Montpelliérains, dans l'amphithéâtre d'Épidore, sur le site de l'Institut du cancer de Montpellier. Voilà, les deux amphithéâtres seront connectés par écran interposé, pardon, et vous voyez donc le programme qui s'affiche. Donc, vous aurez une thématique un peu clé sur les vulnérabilités en cancérologie qui sera traitée autour d'une table ronde, donc avec des intervenants de la région, de spécialités diverses. Au cours de cette table ronde seront traitées notamment toutes les vulnérabilités du point de vue des patients, des aidants, des soignants. J'ai pas mis la deuxième partie, je crois, du programme. Non, la deuxième partie du programme traitera des structures d'appui à la coordination, avec des structures d'appui qui vont venir se présenter comme une CPTS ou un dispositif d'appui à la coordination du GAR, qui sont en charge aujourd'hui de coordonner les parcours complexes, donc des patients qui sont vraiment dans des situations complexes avec des comorbidités, une certaine précarité, vulnérabilité et des pathologies chroniques. Voilà, on espère aussi vous voir nombreux à cette réunion. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site internet du réseau Onco Occitanie. Et écoutez, il est 14h pile. Je vous souhaite un très bon après-midi, un bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé et encore un grand merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.